Bonjour. L'un des sujets brûlants de l'actualité politique sur le continent africain et principalement en Afrique de l'Ouest francophone reste et demeure la limitation du mandat présidentiel. Depuis que le multipartisme est instauré à la faveur du fameux vent de l'Est, depuis qu'on a jugé que le système du parti unique, parti-État était inique, l'instauration de la limitation de mandat est évoquée et bien inscrite dans la constitution des pays pour éviter qu'un seul régime, qu'un seul homme s'éternise au pouvoir après un séjour de 2 mandats. Les effets bénéfiques de l'alternance politique au sommet de l'État ayant fait leur preuve en matière de développement et de progrès social dans les grandes démocraties, l'Afrique ne devait pas rester en marge et à la traîne de cette marche historique de l'humanité. Certains pays de la sous-région s'en sortent plutôt bien, alors que d'autres restent les mauvais élèves de la classe, dont les dirigeants ne s'émeuvent guère de l'instabilité et des régressions que leur obstination à rester au pouvoir crée aux populations. Très vite, on a trouvé des subterfuges de tout genre et des arguments fallacieux avec l'aide des constitutionnalistes les plus véreux et mal intentionnés pour sauter les verrous de la limitation des mandats présidentiels. Dès lors, on craint les conséquences désastreuses de ce qu'il convient désormais d'appeler le syndrome ou la folie du 3e mandat en Afrique de l'Ouest. Les analystes les plus pessimistes parlent d'un risque de chaos et de somalisation de la sous-région. Plusieurs observateurs avisés avaient qualifié d'historique et avaient applaudi la décision du président ivoirien Alassane Ouattara de ne pas briguer un 3e mandat, même s'il n'en avait aucun mérite à l'annoncer. Mais très vite, ils ont déchanté lorsque celui-ci, dans l'art de se dédire, revient sur sa parole et se remet en course, parce que privé d'un dauphin qu'il savait candidat certain à la mort en raison de son état de santé incompatible avec la charge présidentielle, et sous la pression d'un entourage beaucoup plus préoccupé par son propre intérêt que par celui du peuple. Un revirement qui fait des vagues sur fond de manifestations anti-3e mandat avec des morts et des blessés, en attendant peut-être le pire dans les jours et les semaines à venir. En Guinée-Conakry, Alpha Condé aussi hésite, mais sûrement tenté par cette folie du 3e mandat au regard du référendum constitutionnel qu'il a organisé contre vents et marées. Ses opposants ne cessent de crier et sont déjà sur le pied de guerre, même s'il n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature. Ses partisans sont allés faire beaucoup de bruit la semaine dernière aux fenêtres de son bureau à la présidence pour le supplier, comme on sait si bien l'organiser, d'être candidat. Mais alors, quels que soient les arguments aussi fondés que l'on puisse évoquer pour justifier ce syndrome du 3e mandat ici ou ailleurs, cela ne participe pas à l'unité nationale, vu qu'il est source de haine, de violence et d'instabilité politique. Pour le Sénégalais Ali Ountine, défenseur des droits de l'homme et ancien directeur régional d'Amnesty International, cette histoire de 3e mandat n'a aucune réalité juridique et constitutionnelle. Il écrit sur son compte Twitter, je cite, « C'est une imposture intellectuelle qui dissimule les nouvelles formes de coup d'État constitutionnel et de coup d'État électoral. Cela crée instabilité et régression. » Fin de citation. Cette approche est d'autant plus vraie que ces élections présidentielles ne sont jamais organisées dans les règles de l'art, en toute transparente et ouverte à tous les potentiels candidats. Bien au contraire, tout le processus électoral est verrouillé et vicié avec un système d'élimination directe des adversaires politiques les plus redoutables. Et quand on cherche les raisons de cette volonté manifeste à s'accrocher au pouvoir, on évoque la malgouvernance, la mauvaise gestion des affaires pendant qu'on était aux commandes, l'échec d'une justice sociale qui a frustré et marginalisé un grand nombre de ses concitoyens, la peur d'une chasse aux sorcières, la perte de ses intérêts personnels, ceux de sa famille et de son clan. Bien souvent d'ailleurs, il semble que c'est bien l'entourage immédiat, constitué de faucons, des barons du sérail, qui mettent la pression sur ces hommes d'État, parfois pris en otage et incapables de se décider en toute lucidité. Les mauvaises langues racontent par exemple que Ibeka au Mali aurait cédé depuis à la pression de la Russie, n'était pas coincé par son clan et qu'il aurait comploté lui-même avec les militaires pour le faire sauter afin de se libérer. Vrai ou faux, ce qui est sûr, tout pouvoir politique a des ramifications jamais imaginées et profondément enracinées au point qu'il n'est pas aisé de le faire sauter. Et pourtant, ce ne sont pas les solutions pour un départ en douceur et tout négocié qui manque. Une amnistie inconditionnelle, valide tant que ces chefs d'État restent dans leur pays, une pension généreuse ainsi que divers avantages pour leur sécurité, les honneurs protocolaires liés à leur statut d'ancien président, pour reprendre quelques-unes des recettes du diplomate mauritanien Ould Abdallah qui estime que cela coûterait moins cher que les pillages auxquels ces chefs d'État se livrent. Mais comme il le reconnaît lui-même, ces propositions ont reçu une fin de non-recevoir de la part des partis d'opposition en Afrique de l'Est. Cela reste à démontrer, à vérifier et à prouver.